Bonjour et bienvenue sur Grandeur Nature. Pour ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, on parle ici de trek, de bivouac et de matériel. N'hésitez pas à vous abonner. Je poste régulièrement des vidéos, environ une fois par semaine. Bienvenue à tous. On va parler aujourd'hui des meilleures astuces et des choses à prendre en compte pour choisir un bon lieu de bivouac. Je vais faire trois catégories, tout ce qui concerne la sécurité premièrement, ensuite tout ce qui relève de l'essentiel pour choisir votre lieu de bivouac, puis enfin quelques petites choses à ajouter, à prendre en compte pour améliorer le confort de votre bivouac. On va parler premièrement des orages. La première chose à faire, c'est de prendre en considération les prévisions météorologiques. C'est hyper important dans votre randonnée pour votre sécurité de pouvoir regarder régulièrement la météo, la mise à jour de cette météo s'il y a du réseau, autant souvent que possible pour ne pas être pris de court, pour ne pas être surpris par des gros orages qui pourtant étaient prévus. Juste, hein? Ah, ça crache, hein? Il y a toujours des imprévus. On va parler aujourd'hui plutôt des choses que l'on peut réunir, en accumuler autant que possible pour que le bivouac se passe bien, malgré tous les imprévus, bien sûr, que l'on peut rencontrer. Les orages, il y a la première chose, la foudre. Donc on va bien sûr éviter de se mettre sous des arbres isolés en cas de temps menaçant. C'est la première chose. On va aussi bien sûr éviter les crêtes parce que là aussi on pourrait devenir le paratonnerre unique dans la zone. Donc on essaie d'éviter les crêtes mais aussi pour le vent, hein, pas seulement pour l'orage. Et puis on a avec les orages un phénomène qui est très important, c'est des crues soudaines qui apparaissent très fréquemment en montagne. C'est quelque chose vraiment qu'il faut prendre en compte. Un orage local, même relativement court, peut faire monter des flots très rapidement sans qu'on puisse vraiment réagir à temps. Ça veut dire qu'on va entendre le bruit et quelques secondes après déjà les flots arrivent. Évitez donc de planter votre tente là où il y a vraiment un recueillement d'eau possible, dans des espèces de goulets, hein. Il y a parfois des traces qui se forment avec des alluvions qui peuvent être tentants parce que c'est assez plat, mais il faut bien sûr éviter ces lieux-là pour ne pas être surpris dans la nuit. Les orages en été, c'est très fréquent, c'est souvent quotidiennement, hein, plutôt fin de journée en général. Donc il faut un peu se méfier aussi parce qu'il y en a qui arrivent la nuit, donc on peut avoir une soirée qui reste encore calme et puis que tout se gâte pendant la nuit. Éviter les crues, cela ne se fait pas seulement en cas d'orage, mais aussi beaucoup avec tout ce qui concerne les barrages et les retenues d'eau artificielles. Vous avez peut-être des fois vu, ou pas encore, mais vous saurez de quoi il s'agit, des panneaux en fait avec un petit bonhomme et puis une grande vague qui arrive derrière. C'est par exemple les usines hydroélectriques qui sont très fréquentes dans tout le massif alpin, qui doivent régulièrement, afin de produire l'électricité, ouvrir les vannes, c'est très forte pression, s'échapper pour passer dans les turbines et produire l'électricité. Il en résulte en fait des crues qui sont contrôlées, elles sont annoncées dès la première chose. Souvent il y a des gyrophares près des lieux où il y a un passage direct, notamment de véhicules. Il y a parfois même des barrières qui peuvent se fermer suivant les zones. Et puis il y a aussi d'autres zones où voilà, en randonnée on a accès à des coins un petit peu plus perdus. Essayez d'observer parce qu'on voit bien, c'est des grands cours de rivière qui sont à sec alors que tout le reste tourne et en général ils sont notifiés, ou alors on voit aussi sur les berges des grandes remontées, on va dire maçonnées avec des cailloux, enfin des murs en béton ou des poutres en bois pour essayer de canaliser ces grandes crues qui arrivent au moment de l'ouverture des vannes. On parle là seulement de l'eau, mais on fait aussi des bivouacs en hiver. Ça veut dire, cela veut dire aussi qu'il faut éviter de se mettre dans ces mêmes goulets. Là où pourrait démarrer une coulée de neige, par exemple, en direction de la tente. Donc ça, c'est quelque chose à penser. Avalanche, coulée de neige. C'est aussi les éboulis, tout ce qui concerne les pierres, les pierriers, hein, tous ces effondrements. La montagne, elle est en perpétuel mouvement. Donc c'est important de pouvoir trouver des lieux on parle souvent juste de trouver un lieu plat, mais où
où on observe bien les choses qu'il y a autour de nous, les falaises, où on regarde la tendance générale. Est-ce que là, on est vraiment dans une zone où il y a plein de pierres plus ou moins fraîchement tombées, fraîchement roulées en fait. Donc c'est important d'observer tout ça. Observer ce qui se passe autour de vous, voir un peu les arbres. Si vous êtes dans un moment de neige fraîche avec une tendance un peu aux avalanches et que vous voyez tous les sapins de la zone qui sont complètement estimés à plus de 3 mètres de haut, ça veut dire qu'il y a fréquemment des coulées et des avalanches, donc c'est peut-être pas le super coin pour rester. On parle donc vraiment de l'observation du milieu autour de vous, d'essayer de capter qu'est-ce qui pourrait vous arriver. Il ne faut pas paranoïer, mais c'est assez important parce que c'est des milieux dangereux, la montagne. Et puis on peut avoir quand même des soucis. Il y a aussi parfois dans les glaciers de ne pas se mettre trop proche de séracs qui pourraient s'effondrer, des choses du style. Maintenant, si on essaie de se mettre dans un endroit qui n'est pas trop exposé, on pense souvent à la forêt. Il est important de savoir que par rapport au respect de la faune, il est mieux de dormir soit beaucoup plus bas en vallée, en forêt ou dans des champs, des choses comme ça, où on ne va peut déroger finalement la faune parce que c'est là où il y a une plus grande activité humaine, donc elle y est habituée cette faune. Disons que l'étage plus haut, ce balpin, ou on va dire en moyenne montagne, là dans les dernières zones de végétation, c'est le pire. C'est vraiment là où la grande faune, les cerfs par exemple et autres animaux, vont se réfugier, dormir, ont l'habitude d'être, disons, en tranquillité, sous protection de la voûte de la forêt ou des quelques arbres qui peuvent être là, et puis pas complètement à découvert, notamment pour la nuit, etc. Ça veut dire que vous allez vraiment être dans un lieu qui va être un peu protégé, mais dans lequel il faudrait éviter de faire du bivouac. Un peu plus bas ou alors un peu plus haut, ça veut dire que vous allez rentrer dans une zone moins couverte, moins protégée par la végétation. C'est donc en se retrouvant dans ce milieu un peu moins boisé ou complètement nu, en pierrier, que vous allez devoir vraiment être attentif à tout ce qui vous entoure. Lorsque vous faites un bivouac en forêt cette fois, il faut aussi faire attention aux différents facteurs. Les troncs morts, ça veut dire qu'il peut y avoir des arbres morts dressés sur pied, mais disons qu'ils sont prêts à tomber en cas de fort vent et de rafale. Donc ça, on va justement essayer de s'éloigner de ces arbres-là, de regarder leur éventuelle course, hein, s'ils sont déjà penchés en plus, on ne va pas aller bivouaquer juste dessous. Mais il y a aussi tous les phénomènes des simples branches mortes qui sont encore accrochées dans les arbres, qui tombent régulièrement, hein, sur les hêtres, c'est des machins comme ça qui tombent de 4-5 mètres d'un coup. Donc ça, c'est sûr que ça peut gravement vous blesser, voire vous tuer. Personnellement, chaque fois que j'arrive dans une forêt, j'observe, je regarde autour de moi, je vais essayer de repérer soit l'absence de feuillage quand on est vraiment en saison, voilà, en été et compagnie, pour voir s'il y a des branches mortes qui seraient situées juste en dessus, et si elles sont trop grosses déjà, ce genre de choses. Et après, on ne peut pas tout éviter, ça c'est sûr, il y a des choses qui peuvent tomber, des petites brindilles en cas de vent, mais disons, il faut éviter les gros machins qui pourraient casser d'un coup. Si l'on parle toujours de sécurité, on va parler maintenant de l'humain. Pourquoi parler de l'humain? Parce que c'est quand même un élément de sécurité ou de danger potentiel à prendre en considération. Moi, je pars du principe suivant, c'est que plus on bivouaque proche des villes, des agglomérations, des lieux fréquentés par l'homme, plus il pourrait y avoir des soucis de mauvaises rencontres. De l'autre côté, le plus on est éloigné, le plus on est au profond de la montagne, même si on a plus peur peut-être psychiquement de l'isolement, de l'éloignement, c'est plutôt là où on aura moins le danger de rencontrer justement une personne avec des mauvaises intentions, parce qu'on se trouve aussi avec des gaillards qui connaissent la montagne, qui savent ce que c'est l'isolement, et vous êtes malgré tout dans un autre monde. Je veux dire, c'est pas le milieu urbain où il y a une mélasse de gens de tous les sens. Il faut toujours avoir une certaine prudence, ça c'est sûr. C'est mieux toujours de bivouaquer à plusieurs que tout seul, spécialement pour vous mesdames. Maintenant, le risque zéro, il n'existe pas, mais je dirais qu'il est beaucoup plus risqué d'être proche des agglomérations que toute seule, perdue au milieu, au fond d'une vallée dans la montagne.
Maintenant, par rapport aux autres dangers potentiels qu'on pourrait avoir aussi, il y a les autres animaux, donc éventuellement pas se mettre dans des champs où il y a des vaches allaitantes avec leurs petits, ou les taureaux, voilà, essayer de quand même réfléchir à là où on va se poser. Des fois, c'est pas forcément des animaux qui sont agressifs ou qui représentent un danger direct, mais ça peut être des choses assez embêtantes qui pourraient devenir dangereuses en fonction des réactions. J'ai une fois dormi en fait dans les Pyrénées dans un lieu qui avait l'air extraordinaire, paradisiaque, et puis j'ai été embêté toute la nuit par des chevaux. C'est des énormes chevaux de trait. Le problème, c'est que j'avais aucune protection autour de ma tente, et puis j'ai la tête vraiment tout près comment dire, du pan de toit, hein, en nylon. Avec eux, ils ont des sabots, mais des machins comme ça. Et puis j'entendais vraiment, alors toute la nuit, ils venaient sucer le haut de la tente, tirer, s'encoubler dans les cordeaux, sur les sardines. Enfin, je veux dire, voilà, il suffit qu'il y en ait un qui s'achoppe, qui veuille se rattraper, il se rattrape sur la tente, comme ça, tu as la tête comme un œuf. Hein. Mais c'est des choses qui sont indirectes, disons, que ce n'est pas des chevaux qui attaquent, c'était pas un souci, c'était tout doux, tout gentil, mais par leur curiosité et puis un petit peu l'excitation du troupeau, il y avait des petits, ça courait dans tous les sens, enfin voilà, c'est des nuits qui peuvent être un peu difficiles. Donc si on arrive à éviter ça, c'est bien sûr idéal. Après, dans d'autres contrées, il y a d'autres phénomènes comme les ours, hein, tout le problème avec la nourriture, ça veut dire qu'il faut vraiment pouvoir séparer. Il y a des méthodes pour pallier au problème des ours qui cherchent à manger, soit de la suspente des provisions, surtout de ne pas avoir de nourriture dans la tente avec laquelle vous voyagez, dans laquelle vous dormez, et puis dans vraiment des contrées un peu plus costauds, où il y a le grizzly, des choses comme ça, on essaye même de faire un trio, ça veut dire un lieu pour cuisiner et faire la cuisine et manger, un autre lieu où va être stockée la nourriture qui en général est dans une bear can, donc c'est une espèce de grosse boîte hermétique que l'ours n'arrive pas à ouvrir, et deux qui normalement donne quasi aucune odeur, mais quasiment il n'y a jamais une absence totale d'odeur, surtout pour un ours, parce que rien que le fait d'avoir touché un biscuit, touché les choses, l'odeur va s'imprégner quand même sur les objets. Et puis un troisième lieu où vous avez votre campement où finalement vous dormez, ce qui veut dire qu'il y a une séparation vraiment au maximum des odeurs et des choses, le tout séparé au minimum 150 mètres l'un de l'autre. C'est disons une règle, c'est des choses qui marchent assez bien. Maintenant pour nous ici, on n'a pas trop le souci avec les ours. Voilà, il ne faut peut-être pas non plus se mettre dans un couloir à sanglier où vous voyez vraiment que c'est un passage comme ça, une sortie de maquis. Quand vous avez la harde qui arrive à donf au milieu de la nuit, ça réveille. Hein. Ça, c'est des choses voilà, qu'il faut un petit peu peser le pour et le contre. Mais disons, on reste dans nos contrées France-Suisse très protégées, et puis c'est très, très calme. Hein. Il n'y a pas de problème, et même dans les Pyrénées, là, il y a beaucoup d'allumés là, qui pensent que voilà, c'est la guerre contre l'ours, mais il n'y a pas de danger en soi de faire du bivouac. Bon, maintenant, il faut peut-être éviter de se frotter du lard avant d'aller se coucher, mais c'est des choses tellement dérisoires que pour ce qui concerne France et Suisse, en tout cas, on est bon. Après, bien sûr, pour vous au Québec ou pour la Slovénie et des pays, disons, du continent européen, mais un peu plus reculés, c'est quand même autre chose, c'est sûr. Ensuite, encore un point sécuritaire, je l'avais oublié dans les dangers de la rando. On parle là des patous, tout ce qui est chiens de garde de troupeau, donc évitez bien sûr de dresser un bivouac dans un lieu où vous voyez vraiment que ça va être fréquenté par un troupeau. Pourquoi? Parce que vous allez peut-être planter à ce moment-là, le soir, il n'y a personne, tout va bien, etc. Par contre, au réveil le matin, vous pouvez vous réveiller dans un troupeau. Et si vous aviez prévu de partir à ce moment-là, il ne va pas falloir sortir de votre tente au milieu du troupeau. Hé, salut! Parce que ça va créer la panique, et puis vous allez avoir les patous qui vont venir vous dire bonjour. Disons que ce n'est pas la bonne idée. Le dernier point sécuritaire, je vais le citer quand même, il n'est pas très commun, mais ça m'est arrivé une fois justement.
Il y a des zones où c'est très difficile par rapport aux pentes ou alors par rapport aux buissons, aux cailloux qui sont autour de trouver un lieu de bivouac. Et puis on a tendance à pouvoir prendre tout à coup une route carrossable comme un terrain plat et puis pouvoir y planter la tente. Alors c'est peut-être parfois la seule solution que vous avez parce que la nuit tombe, il n'y a vraiment plus rien, vous êtes crevé, il va vraiment falloir dresser le bivouac et puis vous n'avez que ce chemin, cette petite route en terre battue ou de forêt et compagnie qui pourrait vous permettre justement de mettre votre tente. C'est tout à fait possible bien sûr, mais il faut juste penser que c'est des routes carrossables, il faut essayer peut-être d'observer la fréquentation qu'elle peut avoir. Ce qui m'était arrivé, c'était sur le démarrage, vraiment la toute première soirée au début de la HRP, où en fait tous les terrains étaient pleins de caillasses déjà, de pentes et tout ça, mais surtout de cactus en fait. Et puis, comme je dors sur un matelas gonflable, je pouvais vraiment me mettre nulle part. La nuit tombait à fond, il y avait un vent à décorner les bœufs. Et puis je me suis dit, bon ok, c'est bon là, je me mets là, il y a une route. Le problème c'est que vous ne savez jamais, tout à coup vous avez un paysan qui rentre le soir après une verrée, qui rentre à la maison et tout, avec sa Jeep, bon, il a l'habitude de son chemin, il trace, et puis en plus ma tente elle est camo, donc camouflage. Au dernier moment, il vous voit ou il vous roule dessus. Voilà. Donc si vous avez à le faire, essayez de vous signaler bien avant la tente. Moi, c'est ce que j'avais fait. J'avais trouvé des espèces de planches. Donc j'avais fait une espèce de croix au milieu du chemin pour que la personne doive s'arrêter et puis dire « Ah, mais en fait, il y a quelqu'un plus loin. » Enfin, voilà, qu'il y ait une réaction qui se passe. Maintenant, on va rentrer dans la deuxième catégorie. Ça veut dire les choses essentielles pour pouvoir vraiment créer votre bivouac. La première dont je voudrais parler, c'est avoir accès à un point d'eau. Ça peut être juste avant ou un peu auparavant, une demi-heure avant de faire vraiment votre bivouac et de vous arrêter, de faire le plein de tous les contenants d'eau pour tout ce que vous avez besoin, l'hygiène, se laver, la lessive éventuelle, la nourriture et puis bien sûr boire et s'hydrater. C'est ce que je fais en général, disons dans la dernière heure, quand je sens que bientôt voilà, ça va être le moment du bivouac, je fais le plein dès que je trouve de l'eau, quitte à porter énormément d'eau sur la dernière partie, mais au moins je suis sûr que quand j'arrive sur le bivouac, et c'est souvent le cas, j'en peux plus, vraiment je vais m'arrêter, c'est pas grave, j'ai toute mon eau, j'ai tout ce qu'il faut pour toute la nuit, le matin et compagnie, plutôt que d'être encore coincé, d'avoir trouvé un lieu de bivouac, mais de ne pas avoir d'eau, de devoir après aller chercher. Suivant où vous êtes, ça peut être assez problématique. Pensez aux réserves d'eau. Si vous êtes dans un milieu vraiment très très sec, ça peut être déjà dans l'après-midi, vous allez penser à la soirée, à la nuit et au lendemain matin, puis déjà faire des réserves, s'il y a vraiment peu de cours d'eau et que c'est difficilement accessible. Et puis, dans l'essentiel, il y a quand même un lieu plat. Alors ça paraît bête, trouver un plat, mais c'est pas forcément évident, surtout si vous avez comme moi une tente, disons 2 personnes, qui couvre quand même une largeur de 1,20 m. C'est une sacrée surface, une sacrée empreinte comme on dit, et puis trouver un lieu plat pour une telle surface, disons de 2,20 m par 1,20 m, c'est pas toujours évident en montagne. Ça peut être même des fois assez scabreux. Vous avez parfois des zones qui vous paraissent de loin plates. Ah ouais, tac, je vais là-bas, ça marche, je m'arrête, nickel, super. Puis en fait, vous arrivez, mais il y a une pente qui est quand même assez marquée, mais qui ne se remarque pas forcément, de loin en tout cas. Et puis quand vous arrivez sur place, c'est quand même pas mal. Ensuite, on peut se dire, bon ben voilà, je m'installe quand même, là c'est bon, j'y vais. C'est vrai que ça peut être assez problématique, suivant dans quel sens est la pente. Vous allez glisser avec votre sac de couchage et puis vous retrouvez agglutiné contre la paroi. Ou alors, vous allez glisser en avant et vous allez toucher avec les pieds la toile. S'il pleut en plus, c'est un peu problématique parce que vous allez toucher la toile intérieure et la toile extérieure par exemple. Méfiez-vous aussi, quand on dit trouver un plat, ça veut dire il y a des plats et des faux plats, mais vous pouvez trouver un plat bien, nickel, mais qui est dans une espèce de cuvette comme ça, un espèce de creux. Ça veut dire que s'il y a un orage, cette cuvette, elle va se remplir. Ça peut être des petites cuvettes de quelques mètres de diamètre ou même pas, juste de la taille de la tente, mais hop, toute l'eau va aller là, vous allez baigner, puis l'eau va remonter par le sol, disons, ou se remplir. Ça peut poser 2-3 soucis aussi en cas de forte pluie. Une fois que vous avez trouvé le plat, il faut prendre en considération la texture du sol. Suivant ce que vous trouvez, ça peut poser 2 soucis principaux par rapport au couchage et par rapport aux sardines.
Parfois, c'est des terrains qui sont des dalles en fait en pierre, donc vous avez juste un petit peu de terre comme ça, et puis tout le reste dessous, c'est des plaques de calcaire, donc vous posez votre tente, c'est cool, et au moment où vous voulez planter les sardines, tic, 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 partout, c'est impossible, vous cherchez, vous n'arrivez pas à rentrer, ça plante 2-3 cm ou 5, après, puis ça ne tient pas bien, voilà, s'il y a du vent en plus, ou qu'ils annoncent un peu des intempéries, ben, il faut quand même que vos sardines soient bien ancrées. J'avais fait une vidéo sur comment bien choisir ces sardines, et puis c'est là où ça peut faire la différence, parce que parfois vous allez devoir les coincer dans une fente entre deux cailloux, et puis bien taper pour qu'elles s'arriment bien. Voilà, suivant ce que vous avez, elle pète direct, et puis elle plie, et ça peut être compliqué. Donc ça, c'est la nature du sol. Ensuite, vous pouvez avoir aussi des terrains, un peu de pâturage comme ça, où vous avez de la terre qui est assez meuble, mais il y a sans arrêt des espèces de dômes, le sommet de l'iceberg si on veut, de cailloux qui sont enterrés, que vous n'arrivez pas à sortir parce qu'ils sont trop lourds, trop gros. Et puis ils sont embêtants, parce qu'il y en a un tous les 40 cm ou tous les mètres, donc soit c'est dans les côtes que vous l'avez, soit c'est vers le pied, bon ça c'est moins embêtant. Donc il faut souvent bien jongler, chercher, puis vous devriez, par rapport à la pente, mettre la tente là, mais juste là, il y a 2 cailloux, donc si vous vous décalez, ça commence à pencher. C'est pas toujours simple, c'est une science, un art de trouver un bon lieu de bivouac, et puis il faut des fois chercher pas mal, hein. Toujours dans la texture du sol, faites attention à tout ce qui est épines, aiguilles, que ce soit dans un milieu, disons, aride avec les cactus ou des choses comme ça, mais il y a aussi les milieux avec les aubépines, avec l'acacia, avec, voilà, si vous avez des branchages, des choses comme ça sur le sol, nettoyez bien, et puis éventuellement déplacez-vous, ou alors vraiment faites place nette là où vous allez planter votre tente. Premièrement, vous allez éviter de percer le fond de la tente, mais surtout, vous allez pouvoir dormir sur un matelas qui reste gonflé toute la nuit. Toujours dans l'essentiel du bivouac, un sol sec, c'est assez important d'essayer, si c'est possible, de bivouaquer en dehors de l'humidité, donc pas juste à côté de marécages, de marais, ou voire des fois de lacs de montagne, parce que par capillarité, le sol pompe un petit peu dans la terre jusqu'à une certaine distance, et puis toute la nuit, vous allez avoir vraiment énormément d'humidité qui va ressortir du terrain, pas seulement de l'air par rapport à l'évaporation du lac et des choses comme ça, mais aussi par le terrain. Donc c'est pas très bon pour la santé. Quand on est jeune, tout va bien, puis quand on est vieux, on se lève, ça grince dans tous les sens, ça va pas. Donc pensez à ça, un terrain sec, et puis un terrain qui soit abrité du vent. Essayez de regarder, de vous positionner, si vous avez plusieurs choix possibles, d'essayer de comprendre comment va venir le courant d'air la nuit, d'où vient le vent, où est l'ouest pour les orages par exemple, et puis en haute montagne, souvent l'air, la journée monte depuis la vallée, c'est l'air chaud qui monte, et puis ensuite de nuit, à partir de la soirée disons, on a une inversion qui se fait, et tout l'air froid redescend de la montagne, et ça peut être assez fort des fois et assez impressionnant, parce que vous êtes là dans un lieu, vous arrivez, il fait bon, youpi, là, et tout à coup, le soir, la nuit, ça tire, puis c'est froid, ça vous refroidit. Donc à ce moment-là, parfois, quand vous êtes dans une plaine ou une zone dégagée, disons, s'il y a un gros rocher, une chose comme ça, vous pouvez vous mettre tout contre, ça vous protégera, et puis vous verrez que vous allez passer vraiment une nettement meilleure nuit, parce que sinon, vous pouvez vous les peler en été, et même avec des sacs de couchage zéro, ça peut être super froid, hein, parce que ça descend parfois des glaciers, des névés plus haut, et puis c'est un air qui transperce. Voilà, maintenant on va rentrer, disons, dans les choses qu'on peut additionner à tout cela, qui vont augmenter le confort. On a parlé du plat, mais on peut chercher le plat absolu. Et parfois, on a la chance de trouver un lieu incroyable où c'est vraiment plat, et c'est vraiment régulier, et il n'y a pas de cailloux, et il n'y a pas d'épines, et c'est pas mouillé, et ça rentre facilement les sardines. Et puis vous passez une nuit extraordinaire, et ça, c'est vraiment des moments, ça fait du bien, parce que parfois, on a tout à coup ce petit cadeau comme ça, où il y a un bivouac, c'est bing, vous arrivez, vous plantez, tout va bien, puis pouf, vous dormez, vous vous réveillez, vous n'avez rien vu, vous avez dormi d'une traite, et puis tout est allé bien facilement. C'est des choses, c'est du confort, et ça fait du bien au moral quand on est surtout dans des longues journées, et puis surtout si on fait par exemple des randonnées de longue distance, hein, avec pas mal de jours accumulés de fatigue et compagnie.
Mais c'est assez rarement le cas, il faut le dire. Il y a toujours quelque chose un petit peu à prendre en considération. Un plus à rajouter encore en confort, c'est de choisir un lieu de bivouac où vous allez avoir le moins possible d'humidité. On peut l'avoir cette humidité par les lacs et les rivières. Et puis ensuite, tout ce qui est un peu plus bas dans la plaine ou dans la vallée, les champs ouverts avec beaucoup d'herbe et compagnie. L'herbe a amassé un peu de la chaleur, la terre, mais il y a de l'humidité dessous, donc elle va le restituer dans la nuit. Puis en plus, il va y avoir la rosée qui va tomber. Donc par le dessous de la tente et par la rosée qui se dépose parce que vous êtes dans un milieu ouvert complètement, tout va être trempé. L'extérieur, ce sera trempé, la toile, et puis l'intérieur, ce sera trempé de condensation parce que votre corps chaud avec l'air froid, la rosée qui se dépose et l'humidité qui remonte du sol dans les herbes et tout compagnie, pour arriver à vous protéger mieux de la rosée et de l'humidité ambiante nocturne. Soit vous êtes en forêt, abrité dans les arbres, donc à ce moment-là, il y a une nettement meilleure gestion. C'est la couverture forestière qui va en fait faire zone tampon pour vous protéger de cette humidité. Ou alors vous allez plus haut, un peu plus haut en montagne, un peu plus haut, c'est un peu plus ouvert, il y a un peu plus d'air qui circule. Il fera un peu plus froid, mais vous aurez peut-être moins ce ressenti de froid puisque vous serez beaucoup plus au sec. Une autre chose qui est confortable, c'est que parfois, si on arrive à trouver un lieu de bivouac où il y a une jolie vue, vraiment dans un coin super sympa, eh bien, c'est vraiment un plus pour votre nuit. Déjà, la soirée est un petit peu plus sympa aussi. C'est pas toujours possible malheureusement, mais disons que ça fait du bien. C'est une chose à prendre en considération. Il y a aussi le fait de chercher à s'éloigner, par exemple, des zones à moustiques. C'est aussi quelque chose de très appréciable parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver sur un camp de bivouac, se dire cool, je vais me faire à manger, tout va bien, etc. Et puis ça commence, et puis il y en a un, puis deux, puis trois, puis là, puis 20, et puis partout, et puis ça devient vite infernal. Fin de la soirée dans la tente. Dommage, j'aurais bien voulu voir le coucher de soleil. Les moustiques là, c'est arrivé d'un coup quoi. J'en avais une dizaine par jambe. Ils sont cons ces trucs. T'aimerais bien rentrer toi, hein? Il m'est arrivé d'arriver dans des zones où, dès que je m'arrêtais de bouger, on avait partout, et du coup je m'enfermais, puis vous vous retrouvez toute la soirée, fin d'après-midi, enfermé dans votre tente, à passer un bras à travers les... pour aller remuer les nouilles et compagnie, et puis juste le rentrer, parce qu'il y en a plein d'allumés là qui sont contre les moustiquaires à vouloir vous dévorer. Aussi, tout ce qui est infrastructure naturelle, ça veut dire cailloux, troncs pour pouvoir s'asseoir, éventuellement un endroit où vous pouvez faire un feu avec un foyer, quelque chose. Ça rajoute du bonheur. Vous pouvez cuisiner sur le feu, vous pouvez vous éclairer, vous pouvez faire un petit peu durer, même si on est fatigué et tout, mais avoir ce petit réconfort, c'est possible. Attention bien sûr au feu de forêt, faites-le quand c'est nécessaire, et puis dans des lieux, disons, qui sont préparés, qui sont adaptés à faire ça. Et puis absolument indispensable, vous ne partez pas le lendemain et ne laissez pas un foyer ouvert de feu la nuit et compagnie. Tout doit être éteint, contrôlé, étouffé, et puis faire hyper attention avec les directives des lieux en question. Voilà, globalement, ça c'est tous les points à prendre en considération pour votre choix de bivouac. Maintenant, comment procéder beaucoup plus largement? Moi, ce que je fais en général, j'essaye d'étudier auparavant, plus ou moins, le tracé, ce que j'aimerais faire dans la journée, ce que je prévois de faire en tout cas, et puis j'essaie de voir au bout, voilà, à peu près à, je ne sais pas, 7 ou 8 ou 9 heures ou 10 heures de marche, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver. Si je vois que c'est vraiment une zone où pendant 2 heures, je vais traverser des pentes comme ça, et je vais vraiment étudier ces courbes de niveau, puis je vais me dire, soit je m'arrête avant, soit je continue et je vais devoir aller plus loin. Donc ça, je dois peut-être l'anticiper un petit peu pour ne pas être surpris, puis être au milieu d'une tranche de 2 heures ou 1 heure avant et 1 heure après, vous n'avez que de la pente très dangereuse où vous ne pourrez pas bivouaquer. Ça fait partie de la préparation d'une randonnée et c'est important. Étudier la cartographie, voir les courbes de niveau, où c'est qu'il y a les plats et autres astuces. Ensuite, une fois que vous êtes dans le terrain, un plat avec des courbes de niveau sur une carte, c'est une chose, mais la réalité du terrain peut en être une autre. Il peut y avoir des arbustes partout, donc des champs de rhododendron à 1,20 m, vous ne pouvez pas planter la tente, des cailloux, de la caillasse, enfin, plein de choses imprévues. Et ça, il faut un petit peu s'adapter. En général, environ 1 heure avant d'arriver sur la zone, je commence un peu à observer la zone dans laquelle je suis, la végétation, la nature du terrain. Est-ce que c'est caillasse? Est-ce que c'est que
que des acacias à 1 mètre parce qu'il y avait eu une coupe ou une chose comme ça. Et puis, je vais essayer d'anticiper, de me dire, voilà, maintenant je vais bientôt arriver sur le bivouac. Est-ce que ça a l'air d'être tout à perte de vue, le même genre de végétation dans cette vallée, dans cette zone et compagnie? Donc, ça veut dire que je peux potentiellement m'attendre à trouver le même genre de terrain plus loin. Si ça a l'air assez difficile, dès ce moment-là, même si je vais m'arrêter peut-être 45 minutes avant le point prévu, si je trouve un endroit qui est vraiment bien, tout à coup, tac, ça s'ouvre, il y a un place d'herbe et compagnie, eh bien je m'arrête. On met ça sur un plateau, c'est parfait, ou c'est presque parfait, je prends cette opportunité, je m'arrête, je fais mon bivouac. Et puis, ma foi, j'aurai un petit peu plus de temps à faire demain, mais ça peut vous éviter ce genre de situation, et que je l'ai fait en erreur aussi beaucoup de fois. Ça veut dire où je me dis, non, je pousse encore un peu loin, puis je vais voir un petit peu plus loin, il y aura peut-être quelque chose de mieux. Puis en fait, il n'y a pas, et on continue, et on continue. Et puis on arrive sur le lieu du bivouac que l'on pensait faire et idéal sur la carte, impossible de bivouaquer. Il faut continuer, 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 continuer. Et ça m'est arrivé parfois de marcher encore 1h30 en ne trouvant rien du tout. Et puis de finalement trouver un coin qui était complètement, vraiment pas confortable, avec des cailloux, les pieds dans un buisson, enfin, voilà, des choses comme ça. Enfin, finalement, il faut savoir que tous ces points qu'on a énumérés, vous n'arriverez jamais à tous les réunir absolument en un. Il faut toujours faire des concessions. Ça, c'est la principale chose à savoir pour, du coup, justement, oser se dire « Ok, là, c'est pas si mal, je m'arrête et je fais mon bivouac ». S'il y a quelque chose qui joue plus ou moins, qui réunit la sécurité et les quelques points essentiels du bivouac, vous pouvez y aller. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et a pu vous renseigner. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et surtout, bonne rando et bon bivouac. Ciao, bye bye.